Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben oui, c'est comme ça que je vous accueille tous les jours. Je vous demande si vous allez bien. Mais si vous revenez un petit peu dans le temps, dans les années 90, quand on demandait à quelqu'un « Est-ce que ça va bien ?», il y avait des chances que la personne nous réponde en chantant la chanson de Kathleen « Ça va bien ». C'était vraiment un classique. Ça a été même déclaré chanson de l'année par la station C'est quoi à l'époque. Ça a remporté plein de prix. Son interprète aussi, bien sûr, révélation de l'année. Bref, ça n'a pas arrêté depuis ces années-là. Et la semaine dernière, en fait, pendant la fin de semaine, il y a eu évidemment La Fureur, animée par Véronique Cloutier. Et là, seulement quelques minutes après le début de l'émission, est apparue Kathleen. C'est vraiment un retour pour elle. Kathleen Sergerie de son nom complet. Elle nous fait le grand plaisir d'être en studio. Bonjour Kathleen. Bonjour Sophie. Habituellement, quand on se voit, toi et moi, on danse parce qu'on est membre du même club sportif. Eh oui. Et je dois dire que tu es une excellente danseuse, Kathleen. C'est toujours un plaisir merci. de te voir. T'es pas mal, toi non plus. Non, je suis pourrie, arrête donc. Moi, je me mets derrière toi, mal. Comme ça, je peux regarder tes petites stepettes vers la droite et vers la gauche. Kathleen, quand je t'ai accueillie tout à l'heure dans le petit salon à l'entrée, je t'ai demandé comment ça allait, puis tu m'as dit, c'est un feu roulant. T'as pas dormi depuis 4 jours? J'ai pas dormi, non, depuis 4 jours, mais ça va, je suis super heureuse. Mais la fête, les retombées de tout ça, et d'essayer de gérer un peu, là. Mais je m'étais dit, je ne ferai rien, au moins pendant quelques jours, puis une semaine. Mais là, quand j'ai eu ton invitation, j'ai succombé. T'es trop fine. Donc, c'est en primeur, ta première entrevue après ton passage à La Fureur. Si tu veux bien, on va d'abord écouter un extrait de ton passage à La Fureur. Puis, je vais regarder, non pas l'écran, mais je vais te regarder toi parce que je veux te voir regarder ta performance à La Fureur. Donc, on envoie ça, s'il te plaît, Jean-Philippe. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Même quand il pleut. Kathleen, je capote parce que tout le monde a l'air content de te voir. On sent l'énergie dans le studio qui monte de 3 crans. Ouais. Les participants, l'équipe des gars, l'équipe des filles, tout le monde capote sa vie. Ouais. Toi, comment tu te sentais? J'étais, même si je te disais, oh non, j'étais pas nerveuse, j'étais au-dessus de mes affaires, ce serait très, très, très mentir, un gros mensonge. Mais c'est sûr que j'étais nerveuse, mais j'avais eu la répète la journée d'avant. Les gens étaient tellement accueillants. Toute l'équipe de production était super. C'était fluide, là. Tu sais, quand c'est ça, là. Et alors déjà, ça m'a calmé un peu, puis ça m'a mis en bonne... c'était bien. Mais quand je suis arrivée, quand j'ai fait les premières notes et j'ai vu les gens dans le studio, je veux dire... Tu fais juste entrer dans le party, là. Tu sais, t'es même plus consciente de rien. T'es juste, tu y vas, puis c'était tellement intense. En fait, on peut pas le décrire, hein, mais c'était fou. Ça m'a porté. J'avais déjà des ailes, tu sais, parce que la répète et tout ça, mais ça m'a porté et mon petit frère était dans la foule avec sa femme. Ouais. Puis c'est ça, c'était extraordinaire. Mais pour beaucoup de gens, c'était la première fois qu'ils te voyaient à la télé depuis, ça faisait quoi, une dizaine d'années qu'on t'avait pas vu à la télé? Oui. Pourquoi on t'a pas vu à la télé pendant 10 ans, Kathleen? Ouf, la question qui tue.
Ben, en fait, il y a plein de circonstances de la vie qui ont fait... Tu sais, bon, premièrement, je travaille sur des chansons. Oui. Je suis en studio, mais c'est pas quelque chose qui est constant. C'est pas, on y va par vagues. Les circonstances de la vie font que on travaille un peu sur tout ça. Après ça, bon, des gens ou une des personnes avec qui je travaille va partir en tournée avec un tel, une telle. Ce sont des longues tournées européennes. Alors moi, T'attends. Bon, j'attends. Et aussi, pendant tout ce temps-là aussi, j'ai travaillé dans le milieu de la mode. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est une passion pour moi. Tu sais, j'ai une chanson qui s'appelle Fashion, c'est pas pour rien. Et c'est quelque chose qui était très créatif pour moi et qui est très... je m'éclate là-dedans aussi. Sauf que là, j'avoue que dernièrement, en fait, depuis quelques mois, là, j'ai vraiment eu cet élan là, de OK, je dois rechanter. Je dois m'y remettre. Et ça a été, pour répondre à la question aussi, ben, il y a un volet que j'évite un peu parfois, mais c'est que des fois, ça n'a pas été des années faciles. Oui, mais il faut pas non plus qu'il y ait d'éléphants dans la pièce, Non. Kathleen. Hein? Il y a eu une période où il y a eu une émission à la télé avec un animateur, bon, c'est Normand Brathwaite à Piment Fort, qui a eu des mots pendant plusieurs années, lui et son équipe, très durs à ton égard. Oui. Et c'est indéniable. Ça a eu un impact sur toi parce que en 2020, tu as donné une entrevue et tu l'as dit à quel point tu as trouvé ça difficile et ça a été une épreuve. Tu utilises le mot épreuve. Donc, t'en es où aujourd'hui par rapport à ça? Oui. Alors, ben, c'est sûr qu'avec le temps, on comprend des choses aussi. Qu'est-ce que tu as compris? Mais ben, en fait, j'ai compris, premièrement, tout ça m'a permis de me choisir avec le temps. Tout ça m'a permis de mieux m'entourer, de ne plus faire des choses qui ne m'inspirent pas, de plus faire des choses où est-ce que je sens que on ne va pas m'accueillir comme je suis et comme je veux être. Alors ça, j'ai appris ça. Et aussi, tu sais, c'était une époque aussi. C'était une époque, tu sais, les producteurs, puis là, faut l'image, et tu peux pas déroger de ton image parce que là, c'est comme ça qu'on vend des albums. Mais tu sais, c'était quelque chose de... Je dis pas que j'étais malheureuse quand j'ai chanté, j'ai vécu des choses extraordinaires. Mais il y a plein de choses qui font aussi qu'à un moment donné, tu deviens un peu prisonnière de l'image publique et puis à un moment donné... Parce qu'il faut rappeler, pour les plus jeunes, peut-être, qui ne s'en souviennent pas, à l'époque, donc, dans les années 90, t'avais des tresses dans les cheveux, et donc, quand il y avait ces critiques ou ces insultes, hein, on va le dire comme ça, à ton égard, c'était pas juste... parce qu'ils trouvaient que ta chanson était trop légère, c'est aussi, on s'en prenait à ton physique. Des choses qui seraient inacceptables aujourd'hui, Kathleen. Ça ne passerait tellement mais même aujourd'hui. Pas un dixième d'1%. Non. Moi, je me dis, écoute, c'est sûr que ça a été des années... Tu sais, à un moment donné, pour vrai, Sophie, j'osais même plus sortir de chez moi. J'osais même plus sortir de chez moi. J'avais peur qu'on me reconnaisse sur le trottoir. Puis par contre, plein de gens me reconnaissaient. Mais les témoignages d'amour, puis des gens qui me prenaient dans leurs bras, lâche pas, on t'aime et tout. Mais à un moment donné, la souffrance devient plus grande que tous ces témoignages-là parce que c'est horrible de se faire descendre à la télé pendant 4 ans. C'est horrible. Est-ce que tu en as parlé à un moment donné? Est-ce que tu t'es assise prendre un café avec Normand Brathwaite? Non. Est-ce que tu lui Normand ne me connaît pas en passant. Avant que tout ça se passe, Normand ne m'avait jamais rencontré en personne. On n'avait jamais discuté, on ne se connaissait pas. À un moment donné, je suis arrivée à un buffet dans un événement et les deux, on est partis pour prendre la même fraise dans le buffet. Ça a été mon seul contact de ma vie avec Normand Brathwaite. Est-ce qu'il t'a parlé? Non. Devant la fraise? Non.
Et si tu avais pu lui dire quelque chose, parce que tu es peut-être resté figé, tu lui aurais dit quoi à Normand? Tu sais, moi, je le connais, Normand, on a co-animé ensemble à la télé. Normand, c'est un être extraordinaire. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, s'il nous écoute, il est complètement à l'envers d'entendre ce que tu dis. Je le pense sincèrement, pas, Sophie, parce que moi, j'ai déjà entendu une entrevue. Je suis tombée là-dessus comme ça par hasard et on lui demandait si il regrettait carrément. La question était, est-ce que tu regrettes d'avoir brisé des carrières? Et il a répondu tout simplement, les gens qui ne sont plus là avaient pas le potentiel d'y rester. Alors, je l'ai pleuré pendant une semaine. Tu sais, c'est à un moment donné, la machine est plus forte que toi, la pauvre petite chanteuse. Et il y a rien à faire. Tu dois tirer tu sais, tu dois te retirer. Tu dois essayer de comprendre qu'est-ce qui vient de se passer. Et je vais te poser une question difficile. Si il n'y avait pas eu cet épisode-là de Piment Fort qui t'a broyé, hein, je pense que le mot est pas trop fort, pendant 4 ans, est-ce que ta carrière aurait été différente? Je pense que oui. En fait, on aurait suivi une évolution naturelle. Comme moi, j'écris depuis que j'ai 11 ans. La petite fille de Capcha en Gaspésie. Voilà. Puis bon, ça paraît pas, mais j'ai 8 ans de piano classique. Je suis une musicienne dans l'âme. Pourquoi tu dis ça paraît pas? Parce que j'ai les ongles, ça fait toc 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 sur les notes. Ouais. Mais alors, je suis une artiste. Je suis une artiste. Et oui, elle aurait peut-être été différente, mais j'avais à vivre ça. J'ai ouvert le chemin pour d'autres, en tout cas. C'est ce que je pense, parce qu'aujourd'hui, ça passerait plus. Et si je peux au moins servir d'exemple parce que c'est atroce qu'on m'a fait vivre. On m'a guillotiné sur la place publique et moi, j'ai pas commis de crime. J'ai seulement voulu rendre les gens heureux. Je m'étais promis de pas pleurer. J'ai seulement voulu rendre les gens heureux. Et c'est ça. C'est ça mon crime. Alors, mais je suis là. Je suis là. Mais t'es là et t'es de retour. Et c'est pour ça que je voulais te parler aujourd'hui, Kathleen, parce que quand je t'ai vue à La Fureur, puis tu sais, on se croise, on danse ensemble, c'est un peu superficiel. Je peux pas prétendre du tout connaître la vraie Kathleen Sergerie. Par contre, la fille avec qui je danse depuis des années maintenant, je sais qu'elle ferait pas de mal à une mouche. T'es fine. Alors, quand je t'ai vue à La Fureur, je me suis dit, elle est de retour. Ouais. Elle est de retour, et là, et quand je t'ai vue solide, c'est ça qui m'a frappée. Je t'ai trouvée solide. Et ça explique un peu le 10 ans, Sophie. Oui. Parce que je voulais pas revenir, juste pour prouver quelque chose, ou juste pour aller me tester, ou je voulais revenir, puis me sentir sur mon X, me sentir bien, assumer, et avoir quelque chose à livrer, autre aussi qu'une victimite. Tu ne voulais pas être une victime. Non. C'est pour ça que tu voulais pas pleurer. C'est pour ça que je voulais pas pleurer. Moi, je suis très orgueilleuse, mais ça va, j'apprends avec le temps à... C'est correct d'être soi-même. Ben, c'est ce que j'allais dire. C'est correct de pleurer, c'est pas un signe... Ça n'est pas un signe de faiblesse. Non, je suis d'accord avec toi. Je commence à l'apprivoiser, cette phrase. Oui. Et je commence à apprivoiser plein de choses, en fait. Et peut-être c'est ça. C'est ça qui explique le 10 ans sans... C'est que là, je me sens... je dirais pas armée parce que c'est un peu péjoratif parce que j'ai pas de guerre à affronter. Je me sens équipée, outillée et je me sens avoir des choses à raconter justement pour aider les autres, pour que tout ce cheminement-là serve à quelque chose aussi, tu sais. Je reviens à cette entrevue que tu avais accordée à mon ami et collègue Patrick Delisle-Crevier. C'était en 2020. Tu lui parles de ça, de tes péripéties et tout ça. Et à un moment donné, tu dis que la raison pour laquelle... Parce que pendant la pandémie, vous avez repris la chanson « Ça va bien », c'est devenu « Ça va bien aller ». On va en écouter un petit extrait dans quelques secondes. Et tu avais décidé d'associer cette chanson-là à l'organisme Le Chaînon. Mon ami Patrick te pose la question « Pourquoi ?» Tu dis que les années difficiles, tu les as vécues dans l'œil du public, que c'était preuve. Tu as beaucoup sensibilisé à la situation des femmes et tu dis, je pense aussi aux jeunes filles et à l'image corporelle. Oh boy. Ouais.
Sur certains points, on a évolué, mais je trouve que sur ça, on n'a pas évolué, on a reculé, non? Je m'explique. Les réseaux sociaux, Instagram, ça a des bons côtés, mais en même temps, mon Dieu, quelle pression! Quelle pression! Ouais. C'est incroyable. Là, en plus, on peut même pas s'afficher comme on est pour vrai. Il y a des filtres, c'est rendu fou. C'est rendu fou, le fossé entre la réalité puis ce qu'on doit projeter. Moi, ça vient me chercher au plus haut point. En 1992-93, quand tu sors, ça va bien? T'avais quel âge? J'étais jeune. Ah, tu veux pas me dire ton âge. Mais mettons que tu étais dans la vingtaine, d'accord? J'étais dans la vingtaine, Mettons que tu étais dans la effectivement. vingtaine, restons pudiques. C'est un poids énorme à mettre sur les épaules d'une jeune femme. Autant le succès, parce qu'écoute, ces années-là, tu fais la première partie de Céline Dion Ouais. au Forum, hein? Ouais. Color of My Love. Oui, c'était la première fois aussi que Céline acceptait d'avoir une femme en première partie. C'était toujours des hommes qui faisaient la première partie. Alors oui, c'était une pression, mais quelle expérience extraordinaire aussi. Mais c'était quoi ta question? Ma question, c'était, donc, tu as 20 ans, tu Oui, connais, c'est autant tu beaucoup. connais, ce que je veux dire, c'est que ton succès a été phénoménal, Oui. tu as vendu énormément d'albums, tu allais Oui. de succès en succès, révélation de l'année, première partie de Céline, et là, bam! Et j'étais gâtée. Oui. J'étais gâtée, sans prétention. Je passais quelque part, c'était toujours fluide. Il y avait plein d'amour tout le temps, d'un côté comme de l'autre. Tu sais, j'étais gâtée. Et tout d'un coup, bang. Tout d'un coup, bang. La raison pour laquelle je racontais tout ça, c'est que autant la montée a été fulgurante, autant le mur a été fort, justement. Est-ce que tu penses que c'est justement en partie parce que tu connaissais tant de succès que ces critiques-là ont été aussi virulentes? Ouais. En fait, juste pour mettre un peu... ça a commencé tout simplement avec Piment Fort. Oui. C'est ce qui a parti un bal, mais... Il n'y a pas eu que Piment Fort. Mais ça a commencé avec Piment Fort. Moi, avant, j'allais quelque part ou n'importe quoi, je lisais, tu sais, j'avais des belles critiques, ça allait bien. Et quand cette émission a commencé, là, je commençais à entendre des petites choses. Puis, et après, oui, c'est sûr que ça a fait un peu boule de neige, mais je pense que le gros de tout ça, le noyau de tout ça, c'était Piment Fort. Parce que parfois... Tu vois, j'allais faire une entrevue avec quelqu'un d'autre ou j'allais quelque part, on me recevait quelque part et les gens me disaient toujours à la fin de l'entrevue, « Mais Kathleen, je suis surprise. C'était une belle rencontre, je suis surprise. » Et ça me tuait. Et je me disais, mais quoi? On s'attend à ce que je balbutine puis que je sache pas m'exprimer ou... Tu sais, c'est devenu Je comprends. lourd. Ce que je lis entre les lignes, c'est que à Piment-Fort, on te présentait comme une nunuche. Et donc, tu allais en entrevue, les gens étaient surprises La nunuche s'en de vient. voir que tu n'étais pas une nunuche. Mais c'est terrible, ça. Ben oui, c'est terrible. Et tu sais, je pourrais te raconter, mais tellement de... À un moment donné, je m'en vais voir un show d'un personnage que j'adore, Dany Verveine. Oui. C'est mon personnage. Je l'adore. Je suis avec mon conjoint à l'époque. On s'en va au Spectrum de l'époque. Et le show commence et tout. Et en plein milieu, et les gens, c'est sûr, me reconnaissent. Moi, je suis... Et en plein milieu du spectacle, il dit, si on se fie sur Francis Martin et Kathleen pour exporter nos talents, on n'ira pas loin. Ouch. Et là, tout le monde me regarde. Moi, je regarde mon conjoint, j'ai les larmes à l'œil et on s'en va. Alors ça, c'est un effet de Piment Fort. Tu sais, c'est comme si à un moment donné, tout le monde s'y met, là. C'est la mode, là. On va la détruire. piñata. Oui. La piñata. Oui. Tout le monde a un petit bâton, Puis tout le monde pourquoi? tape sur Kathleen. Tu sais pas encore pourquoi. Parce que toi, comme je disais tout à l'heure, tu veux qu'apporter du bien, tu fais ton métier. Moi, j'aime pas être dans la confrontation, j'aime pas être dans l'adversité, j'aime pas être... Moi, je suis une peace and love, là. Je sais que t'aimes pas les termes anglophones, Sophie, ben non, c'est correct, je commence à voyons te connaître. mais tu sais, c'est ça. Et là, je comprenais pas. Est-ce qu'à un moment Pourquoi? donné, tu as consulté? Est-ce que tu as senti le besoin Ben, c'est sûr, je serais pas là aujourd'hui.
T'es sérieuse? Je serais pas là aujourd'hui. Je serais pas là aujourd'hui parce que, bon, j'ai pas pensé à m'enlever la vie parce que j'ai quand même un fond, je suis quelqu'un quand même de très optimiste de nature. J'ai pas chanté « Ça va bien » pour rien. Mais il reste que quand t'es chez toi puis t'oses pas sortir puis t'as peur que les gens te reconnaissent puis à un moment donné, ça devient lourd. Alors j'ai consulté en fait pour voir, pour avoir une issue là-dedans, pour comment je peux me réapproprier ma vie et mon image, tu sais. Et c'est long. C'est l'histoire d'une vie. Ça peut prendre 10 ans. Ça peut prendre 10 ans. Est-ce que t'es rendue là? Oh oui. Oui. Ouais. Ah oui. Ah oui. Je pleure, puis c'est correct. Mais oui, c'est correct. Je resterai toujours fébrile lorsqu'on me parlera de tout ça. Oui. Je resterai toujours fébrile. Et je pense que c'est une de mes qualités, la sensibilité. Sinon, je chanterais pas comme ça et j'écrirais pas ce que j'écris. Mais oui, je pense que le gros du bobo est guéri. Je pense que oui. On parle de toi, mais pour ton entourage, ça devait pas être facile. Je veux pas avancer des choses, mais mon papa, c'était quelqu'un de très... mon père, il signait des autographes. Père de Kathleen, en Gaspésie. À Capcha. En fait, lui, il était à New Richmond. D'accord. Mais oui, c'était quelqu'un de très fier. Et mon père m'a élevé. Kathleen, t'es capable. Moi, je faisais du patinage artistique, les cours de piano, bon... Et c'était, t'es capable. Mon père organisait des spectacles, il était dans le Club Lyon, puis bon. Alors, pour lui, ça a été... Je me demande par moments si ça n'a pas été difficile encore plus pour mon père que pour moi. C'est-à-dire que moi, c'est ma vie, alors je dois construire et je dois m'arranger avec tout ça. C'est ma responsabilité. Mais quand les gens autour doivent subir ça, et eux, ils n'ont rien demandé, là. Eux, ils n'ont pas choisi d'aller chanter « Ça va bien » ou de faire carrière, là. Ils se sentaient impuissants? Ils se sentaient impuissants, ils se sentaient... c'était, tu sais, mes tantes qui m'appelaient « Kathleen, là, il y a encore ri de toi aujourd'hui. » Mais ma tante, arrêtez de m'appeler parce que là, on met de l'huile sur le feu, puis... Alors, c'était tout un... Mais, voilà, j'aime pas... c'est-à-dire, j'aime en parler, j'aime que tu m'en parles et j'aime... Oui. Merci de mettre micro devant parce que j'en ai pas parlé beaucoup. Non. Et je veux surtout que ça arrive plus à personne. Je veux plus que ça arrive. Ça peut pas... On peut pas guillotiner quelqu'un comme ça sur la place publique puis décider qu'elle est plus bonne. C'est quoi ça? Tu dis, il faut plus que ça arrive. La semaine dernière, Stéphanie, j'avais Marie-Pierre Morin qui était installée là où t'es. Marie-Pierre Morin qui pleurait comme tu pleures et qui me disait la culture de l'annulation. Ça m'a mené dans des endroits très sombres. Ouais. Donc, 30 ans plus tard, ça se produit encore, Kathleen. Ça se produit encore. C'est d'une tristesse. Et... c'est drôle parce que je regarde à l'époque un peu les femmes y goûtent. Parce que moi, si je regarde un peu cette émission, je pense que les têtes de Turcs qui revenaient régulièrement, c'était des femmes. Des femmes et des gays. Ouais. Des femmes et des gays, parce que Daniel Pinard était aussi une cible. Daniel, c'est vrai. Ben oui, Daniel Pinard, c'est lui qui était allé au Franc-Tireur, l'émission de Richard, et il en avait parlé, et c'était très étrange parce que Danny Turcotte, on sait maintenant qu'il est gay. À l'époque, personne ne le savait. Et ben c'était lui, il écrivait, il faisait des blagues sur les gays. Et il s'en prenait à Daniel Pinard. Ouais. Écoute, je te remercie d'avoir pris le temps, mais c'est pas terminé parce que je veux absolument qu'on fasse jouer parce que quand même, on est là pour célébrer le retour de Kathleen. Donc, je veux qu'on entende un extrait de ta nouvelle musique. C'est pour ça que tout à l'heure, tu as parlé de ton papa, mais là, on va parler de ta maman. Ma maman. C'est ta chanson sur ta maman que tu as composé. Paroles et musique. Oui. On l'a dit en même temps. Hein, le petit doigt, paroles et musique. On écoute ça pour célébrer le retour de Kathleen. Toi, maman, par ton courage et ta patience, tu résistes à tout orage, toute souffrance.
souvent qu'à ton tour. Mais sur ton parcours. Kathleen, est-ce que ça t'intéresse de savoir ce que nos auditeurs et nos auditrices à Cube, on va lire que les messages positifs. mais Stéphanie, il y a beaucoup de réactions. Ben, en fait, ce n'est que des messages positifs. J'adore ça. Maxime du Saguenay qui dit « Quand j'étais enfant, je trouvais tellement que c'était la plus belle fille de l'univers. On peut confirmer qu'encore aujourd'hui, Kathleen, t'es belle. Ça n'a pas de bon sens. Hélène qui dit « Quel bonheur de retrouver Kathleen. Elle n'a pas changé et toujours une jolie voix. » Et d'ailleurs, Sophie Véro l'a souligné à la fureur, Kathleen a chanté dans la même tonalité. C'est vrai, j'ai oublié de le mentionner. C'est un exploit. Oui. Fred de Montréal, la belle Kathleen, je l'aime tellement. Où aller, c'est mon single préféré. Ah bon? Oui. Ouais. Yvan qui dit « Félicitations, je t'admire, je suis fière de toi. » On a François de Belleuil aussi qui dit hey, « Nous, ton public, Kathleen, on n'a jamais pensé ça. On pense toujours que tu es la meilleure. » Donc, c'est vraiment des beaux messages qu'on reçoit sur la messagerie texte. Oh, j'ai le droit, hein? Ben oui, prends-le, ça t'appartient. Là. Tout ça, c'est pour toi. Merci. Je pense que pour vrai, tu sais, on parlait du 10 ans, là, mais je pense que c'est d'apprendre à s'accorder tout cet amour-là aussi. D'apprendre à s'aimer, puis de dire, ben, je mérite d'être là, je mérite de faire ce métier-là, je mérite, j'ai des bonnes intentions. Et je pense que le jour où on commence à comprendre que OK, on a le droit. Et à s'accorder un peu d'amour propre, je pense que les portes commencent à s'ouvrir tranquillement. Je pense que c'est un peu ça la leçon. J'ai très hâte de continuer à aller danser avec toi. Merci beaucoup, Kathleen, d'avoir pris le temps de parler, de te confier. Et je te souhaite énormément de courage pour la suite des choses. Et félicitations, vraiment, t'as jeté tout le monde à terre à la fureur et tu viens de jeter tout le monde à terre ici à Cube. Merci beaucoup, Kathleen. Merci de m'avoir invitée. Tu n'es pas qu'un prénom. Non. Tu as aussi un nom de famille, Kathleen Sergerie. Oui, c'est important. Merci beaucoup, Sophie. Merci à toute l'équipe. D'assumer la totalité de ton être. Oui. Voilà, Oui. c'est important. Une artiste complète. Merci, Kathleen. Merci à toute l'équipe. Merci, Sophie. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. C'est un crime contre l'humanité. Il y a 2 points de tension énormes qui pourraient dégénérer et finir par un conflit mondial. C'est des choses qui sont possibles. Normand Lester. Dans sa chronique, Normand Lester nous parle de Mission Impossible, mais il n'y a pas de Tom Cruise dans sa Mission Impossible. La Mission Impossible en question, c'est se protéger de la vengeance de Trump. Joe Biden a beau essayer de gracier plein de monde. Quand Trump va arriver, ça va être l'enfer. Ça va être absolument l'enfer. Pour tous les gens riches, célèbres et influents qui ont lancé un appel durant la campagne électorale, surtout, n'élisez pas ce fou-là de nouveau, hein. Et beaucoup de gens qui étaient dans son entourage, là, notamment des membres de l'état-major des États-Unis, des gens qui étaient à la Maison-Blanche, hein. Il y a des dizaines de personnes, là, qui étaient proches, qui étaient dans l'administration Trump, qui étaient à la Maison-Blanche, qui occupaient des postes importants dans son cabinet, qui ont dit, il faut absolument pas que ce type-là soit réélu. Son vice-président même a dit ça, rappelle-toi. Ben oui. Et puis, des conservateurs émérites comme Liz Cheney, la fille de l'ancien vice-président, Dick Cheney. Alors, depuis ce temps-là, hein, puis durant la campagne électorale, il l'a répété à plusieurs reprises que ces gens-là sont mieux de se protéger parce qu'il va se venger d'eux. Ouais. Parce qu'il a dit notamment qu'il allait
déclencher des enquêtes contre ces gens-là, ben comme tu sais, une des premières choses qu'il va faire, c'est se débarrasser du directeur du FBI pour placer un de ses hommes à lui à la place. Et puis, bien sûr, il va faire la même chose au ministère de la Justice. Donc, ces gens-là ont peur et il y en a sans doute qui ont fait des démarches auprès de Joe Biden pour obtenir une grâce préventive ouais. comme son fils. Alors, comme son fils Hunter Biden. Il faut en parler quand même parce que Joe Biden avait dit à plusieurs reprises, jamais, de chez jamais, avec un jamais en majuscule. Donc, quelle perte de crédibilité quand même quand parce qu'on dit beaucoup de Donald Trump qui dit une chose et son contraire, mais là Joe Biden, quelle perte de crédibilité. Joe Biden, je veux dire, il n'a plus toute sa tête à lui, disons-le, et depuis le début de la campagne électorale. Quand même qui devraient... Oui, il y a des gens autour, mais là, c'est la plus grosse influence sur lui maintenant, c'est sa femme. Oui, et c'est son fils Hunter, justement. Oui. Et puis, qu'est-ce que tu veux, Hunter? C'est une crapule. Et Biden a menti en disant, on l'a poursuivi parce que c'est mon fils. Non, on l'a poursuivi parce que c'est une crapule. Oui. Et puis, méritait la prison. Mais là, bien sûr, il va s'en sauver. Mais c'est pas la première fois que ça arrive aux États-Unis. Notamment, Donald Trump, lors de a pardonné des dizaines de gens et des crapules qui était dans son entourage. Puis il y a le cas de Richard Nixon aussi, qui a été sauvé par Gerald Ford. Lui aussi méritait la prison pour tout ce qu'il a fait. Ouais. Hein, c'est finalement... c'est un bon exemple. C'est une excellente idée, en effet, de rappeler Gerald Ford qui pardonne Nixon, parce que tous ces événements-là accumulés font en sorte que ça alimente le cynisme de la population face aux politiciens. Parce qu'on se dit, tu sais, les gens qui disent, c'est tout un vaste complot, ils sont tous, c'est toute une gang de chums qui se renvoient à l'ascenseur. Ben oui, c'est ça que vous faites. Vous êtes juste une gang de chums qui se renvoient à l'ascenseur. Et même dans les deux parties, hein, c'est la même chose. Puis évidemment, il y a le concept aussi... encore une fois, un président aux États-Unis, c'est comme un roi qui a tous les pouvoirs. Et là, comme tu sais, la Cour suprême des États-Unis a confirmé ça dans le cas de Trump. Hein. Ça devient un potentat, un dictateur que rien ne va arrêter. Et même, disons que Joe Biden décide d'accorder un pardon à tous les gens qui ont critiqué Trump. Il va y avoir près d'une centaine de noms. Penses-tu que ça va empêcher Trump d'agir? Ben non. Il y a plusieurs façons. Premièrement, aux États-Unis, comme tu sais, le droit est différent au niveau fédéral et au niveau des États. Regarde avec ce qui vient de se passer, l'assassinat du président d'une compagnie d'assurance à New York. On est en train d'avoir une procédure pour essayer de l'extrader de Pennsylvanie parce que ici au Canada, tu te fais arrêter à Ottawa pour un crime commis à Montréal, tu t'en viens tout de suite. Mais aux États-Unis, c'est un système. Et là, Trump va pouvoir, et dans les États républicains, Trump va pouvoir employer ça contre ses ennemis. Il va pouvoir engager des poursuites aux civils interminables et ruineuses contre ces gens-là. Il va pouvoir, de quoi te décourager. Ben, on sait comment Trump sait manipuler la justice et les poursuites. Il a fait ça toute sa vie. Il a poursuivi des centaines de personnes juste pour leur créer des problèmes et puis évidemment de leur coûter très cher et puis des miner aussi psychologiquement. Alors, il n'y a aucun doute que ça va faire, mais il y a une autre chose aussi. Oui, on n'aura pas le temps. On finit? Non, juste avec ça. Il y a les fous aussi. On va lire tes chroniques, Normand, parce que on a pris tellement de temps avec Kathleen, mais ça a été tellement émouvant, hein, Stéphanie? Il y a encore des gens qui continuent à écrire. Yves de Québec qui a dit « Elle m'a tellement émue ». Pascal de Montréal qui dit « Kathleen, pas d'autotune, là, tu sais, justement, parce qu'on disait qu'elle a gardé le même thème de voix, la même tonalité. Nous savons très bien, toute son intelligence et tout ça, ça continue de rentrer encore, que c'était vraiment une entrevue touchante et émouvante que tu as fait, Sophie. Donc, ça parle aux gens à 100%. Alors, désolé, Normand, d'avoir été obligé de couper les propos sur Trump. Suite au prochain épisode. Suite au prochain épisode. Merci, Normand Lester. Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
Sophie Durocher. C'est avec beaucoup de tristesse qu'on a appris le décès de Madeleine Arbour, une artiste indéfinissable dans le sens où elle portait tellement de chapeaux au cours de sa vie que c'est difficile de dire qu'elle n'était que une des signataires du Refus Global ou que une designer ou qu'une artiste plasticienne. Elle était tellement de choses. J'avais envie de parler de la femme formidable qu'elle était, Madeleine Arbour, avec mon ami et multi-artiste lui-même, parolier, toutes sortes de choses. Pierre Huet, bonjour Pierre. Bonjour Sophie. Je voulais te parler parce que dès que tu as appris la nouvelle du décès de Madeleine Arbour, tu as raconté une anecdote très personnelle la concernant, mais qui dit tout sur le personnage qu'elle était. Alors, pour le bénéfice de nos auditeurs, raconte-nous tes premiers contacts avec elle. Oui, c'est parce que parmi toutes ces facettes que j'ai, je suis dessinateur. Donc, j'étais un enfant prodige du dessin et je me suis retrouvé à la télé un jour avec mon idole Normand Hudon et tout ça, Jacques Normand. Et elle m'a aperçu et ça a fait que j'ai commencé à collaborer à la boîte à surprise. Je suis allé une trentaine de fois dans le bloc chez Madeleine. Alors, Madeleine recevait des jeunes, je devais avoir 12 ans, 11 ans, je sais pas quoi, et on allait dessiner ou fabriquer des voiliers faits avec un peu de dog, comme je racontais. Et c'est ça, et pour moi... Parce que c'était la reine du bricolage, absolument. Et c'était la reine de mettre l'imagination au pouvoir. Écoute, elle se servait de cure-pipe. Un cure-pipe, c'était aussi rare que moi que des souliers de pape, tu vois. Qu'est-ce qu'un heureusement, j'ai un grand-père qui fumait la pipe. J'ai pu mettre la main sur les cure-pipes, cette espèce de truc qu'on pouvait... Oui, en métal, recouvert d'une espèce de petite pluche, ouais. Donc, et elle faisait quoi? Elle vous faisait... Des bonhommes, avec une tête, avec un bouchon de liège et tout ça. Donc, c'était absolument passionnant. Puis, pour moi, c'était... je suis rentré de l'école en disant à ma mère, est-ce que Madeleine a appelé? Tu sais, parce que il fallait que j'aille le principal pour me faire excuser, sinon je mangeais à strap pour aller à l'école. Donc, à l'émission, je suis peut-être allé une trentaine de fois. Donc, c'était absolument... Et un truc que je raconte pas ce matin, c'est que d'abord, j'avais un cachet qui était plus gros que ce que mon père gagnait en une semaine à Canadair où il travaillait. Ça. Attends, c'est tellement touchant, ça. Donc, ton père gagnait modestement sa vie, donc, il travaillait pour Canadair. Ouais. Et toi, à 11 ans, tu ramenais un cachet de la télé, la boîte à surprise. Ouais. Donc, Madeleine Arbour t'a rendu riche à 11 ans. Et le détail magnifique, c'est que c'est imaginable aujourd'hui. À la fin de l'émission, on nous amenait dans un local qui me semblait grand comme le Forum, rempli de jouets. Puis on nous disait, choisis-en 2. J'adore cette histoire. Alors, tu sais, c'est des jouets qui étaient impensables à acheter chez moi. Là. Une tente de Davy Crockett, un casse-tête de Pépinot et Capucine. Alors, c'était absolument génial. Donc, c'était une expérience. Donc, Madeleine a ouvert les portes. Et c'est ça, et pour passer à parler plus d'elle que de moi, c'est que c'est cette personne qui, tu sais, c'était pas une des figures majeures du Refus Global, tu vois. On peut, par rapport à Mme Sullivan, on l'oublie presque. Françoise Sullivan, d'ailleurs, qui, Madeleine Arbour est décédée à 101 ans. Ouais. Françoise Sullivan a 100 ans. Ouais. Et donc, elle reste maintenant la seule femme survivante de Refus Global. La seule survivante tout court des signataires de Refus Global. Et donc, Madeleine, comme tout le monde l'appelait Madeleine, je m'appelais Madeleine. Et donc, à 15 ans, on a vu des topos aujourd'hui, faisait des vitrines chez Burks et autres. Elle a quitté l'école à 15 ans. Ah ouais. Et elle avait donc ce talent de voir de la beauté partout, ou alors de vouloir créer de la beauté partout. Et tu vois, je sais où est-ce que ça m'a marqué, parce que cette semaine, avec mon ami Michel Rivard, on avait à parler de la quenouille bleue, et où la troupe on était, et notre thème principal, c'était l'ordinaire. C'était comment la beauté est dans chaque chose ordinaire. Et avec ses bouchons de liège et ses cure-pipes, Madeleine m'avait initié à ça, si j'ose dire. Alors, c'était magnifique. Mais j'aimerais ça quand même que tu nous parles de Refus Global parce que tu as un scoop pour nous aujourd'hui. Donc, Madeleine Arbour, une des femmes signataires de Refus Global. Et toi, tu t'es intéressé à Refus Global parce que tu travailles sur un projet là-dessus. Oui, parce que je me suis décidé, parce que j'étais un peu tanné de faire des chansons pour un ici. Beau dommage, entre autres. 23 décembre que vous allez tous chanter ces gens-ci. Oui, je vous surveille. T'es pas tanné qu'on chante 23 décembre quand même. Mais j'avais le goût. Donc, c'était peurant comme temps que ce soit mon chant du cygne de faire quelque chose d'un peu plus gros qu'une tonne ici et là. Donc, je me suis rendu compte comment les gens du Refus Global, c'était des monstres sacrés, des personnages forts, Bordua, puis Riopelle, puis Gauvreau. Et alors, j'ai commencé à travailler tranquillement une comédie musicale basée sur le Refus Global. Alors, vous l'aurez appris
ici en primeur à Cube. C'est pour ça qu'il faut que vous écoutiez Cube, parce que vous en apprenez des vertes et des pas mûres. Ben, félicitations pour ce projet-là. Merci, mon cher. Te connaissant, ça va être absolument extraordinaire. Et une pensée pour évidemment les proches de Madeleine Arbour, une pensée pour Françoise Sullivan, qui est chère à notre cœur, mais une pensée aussi pour tous les petits-enfants qui ont regardé la boîte à surprise ou tous les gens qui ont côtoyé Madeleine Arbour. Je l'avais reçue, moi, au Chouette Sophie, et je me souviens d'elle comme une gourmande de la beauté. Ouais. C'est quelqu'un qui trouvait de la beauté en toute chose, et c'est important peut-être qu'on peut s'inspirer de Madeleine Arbour tous les jours. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Pierre Huet, et bonne chance avec ta comédie musicale Refus Global. J'ai assez hâte de danser là-dessus. Montréal pue, et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemure. On va utiliser une expression, c'est l'expression de la détresse, Rémi Villemure. Quand on sait que les jeunes sont en détresse, hein, Stéphanie, c'est pas quelque chose qui nous surprend, on le sait. Est-ce que tu as été aussi surprise que moi quand tu as vu que tel jeune recevait des appels de gens aussi jeunes que 6 ans, Stéphanie? Ben, 6 ans, c'est quand même étonnant. Il y a Jeunesse J'écoute aussi qui a dit que le nombre d'appels augmente avec la période des fêtes parce que les jeunes, les enfants, les adolescents ressentent beaucoup d'anxiété et juste l'idée de devoir passer aussi des fois le congé de Noël à la maison. Tu sais, des fois, la famille, c'est pas nécessairement un lieu douillet, sécuritaire pour tous. Là. Tu sais, des fois, on se réfugie à l'école. Donc, c'est triste, en fait, de voir ces données-là. Toi, ça t'a inspiré aussi une réflexion, bien sûr, Rémi? Oui, mais moi, je pense qu'il y a comme 2 hypothèses, parce qu'il y a effectivement l'idée d'accepter le constat de tel jeune, c'est-à-dire, ils nous donnent des chiffres, ils nous disent qu'il y a eu 3 fois plus d'appels chez les moins de 12 ans que depuis la fin de la pandémie. Là, tu te dis, c'est 1000 par année, c'est énorme. Oui, il y a plus de détresse. Après, je suis un petit peu obligé de recoller les morceaux. Il y a à peine 2 semaines, dans le même journal où on apprend ceci ce matin, dans la presse, on avait un dossier sur les enfants qui ne sont pas capables de peler une banane, te rappelles-tu, pas capables de s'attacher des lacets, pas capables de remonter une fermeture éclair, et qui, lorsqu'ils demandent à leur professeur à l'extérieur de la maison de le faire à leur place et que leur prof dise non, c'est toi qui vas le faire, qu'est-ce qui arrive? Une crise du bacon. Ben, c'est une crise du bacon. Donc là, moi, je me dis, est-ce que la détresse, c'est effectivement ce que tel jeune nous montre et nous dit, ou alors c'est ce qu'on décide que c'est que de la détresse? D'accord. Donc, ton hypothèse, si je la comprends bien, ce serait que de la même façon que ce sont des enfants qui sont très fragilisés, ou qui se perçoivent comme fragilisés, tout à fait. Est-ce qu'on perçoit pas, est-ce qu'on les hyper fragilise pas? Ben, c'est exactement ça. Fran, t'as bien écouté, c'est exactement ça, Sophie. C'est que, tu sais, l'enfant appelle et est en détresse. Après, on l'écoute, mais qu'est-ce que c'est que de la détresse? Parce que moi, il y a 20 ans, si ça arrivait pas, c'était peut-être parce que... C'est pas parce qu'il y avait moins de détresse, forcément. Oui, peut-être que oui, mais peut-être que non aussi. Puis peut-être qu'aujourd'hui, dès que tu te sens pas bien, t'appelles. Je comprends, forcément. Ça, c'est très intéressant comme point, Rémi, et ça, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'on a changé un peu nos définitions. C'est-à-dire que des choses qui, il y a 20 ans ou 30 ans, nous brisaient pas. Tu sais, on se retroussait les manches puis on disait, bon, ben, on va contre mauvaise fortune, bon gré. Aujourd'hui, peut-être les jeunes sont moins équipés aussi, Rémi, pour faire face à ça. C'est ça, mais en même temps, regarde, je te cite la directrice générale de tel jeune. Elle dit, on peut penser en tant que parent que notre ado ne prend pas en considération ce qu'on lui dit, mais ça fait un chemin dans leur tête, donc il faut continuer d'être, et là je la cite, bienveillant, de leur apporter de l'écoute et du non-jugement. Mais mais c'est ça. Il ne faut pas être trop bienveillant non plus avec les enfants. Moi, je me dis, si l'enfant souffre, parce que là, c'est difficile, l'enfance et surtout l'adolescence, et que là, on ne le remet pas les choses en perspective. On lui dit pas, regarde, moi, j'ai vécu la même affaire, puis en plus de vivre ça, nous autres, on vivait dans des conditions plus difficiles que toi. Toi, tu vas dans une école privée, ça va bien tes affaires. Non, mais là, ce qu'elle nous dit, c'est le non-jugement. Donc, ça encourage une espèce de culture, je pense, de la complainte et de la victimisation. Et aussi du parent qui est normalement une figure d'autorité et qui est un ami plus qu'une figure d'autorité. Je t'en ai parlé récemment, je suis en train de lire un livre écrit par 2 psychiatres et ils disent la petite enfance, c'est la toute-puissance. Mais à un moment donné, la toute-puissance de l'enfant se confronte au principe de réalité.
Or, depuis 20 ans, dans les cabinets des psychiatres, ce sont des enfants qui ne sont jamais confrontés au principe de réalité. Ils sont toujours dans la toute-puissance. Mais ça fait des enfants mous et fragiles. Ils sont dans la réalité virtuelle. C'est ce qu'on nous apprenait dans le dossier il y a quelques semaines. Il y avait des professeurs qui disaient aux élèves, par exemple, « Salut Pierre ». Pierre, un nom assez peu commun dans la jeune génération. Salut Noah, salut Liam, salut William, salut William. Et là, William, il se prend pour un personnage de son jeu vidéo. Comme il sait même plus qui il est jeune. Ça, c'est pas inventé de toute pièce. Là, c'était dans le dossier de la presse. Donc, je pense qu'il faut remettre ça en perspective. C'est peut-être une bonne nouvelle parce que ça voudrait alors dire que les jeunes ne souffrent pas autant qu'on le prétend. Ce qui serait pas étonnant, soit dit en passant. Je veux dire, je rappelle quand même qu'il y a eu des guerres par le passé. Il y a eu des périodes de crise économique. J'ai de la difficulté à croire qu'aujourd'hui, là, alors qu'à peu près tout va bien en Occident, il y a des problèmes, évidemment. Mais là, les jeunes seraient plus en détresse que jamais, franchement. Voilà, c'est vrai que peut-être aussi, à force de se faire dire s'ils sont des garçons, de se faire parler de masculinité toxique, s'ils sont des filles, si ce sont des filles, de se faire dire que, bon, ils sont des proies constantes. Il y a peut-être un discours ambiant aussi qui alimente ça. Intéressante réflexion. Merci beaucoup, Stéphanie, d'avoir été avec nous pendant toute l'émission. Stéphanie Villeneuve. Merci, Rémi Villemur. Et merci surtout à vous d'avoir été là. Si vous avez manqué l'entrevue avec Kathleen, c'était très émouvant, un message de résilience aussi, un message de fragilité. Puis c'est correct d'être fragile. Merci beaucoup. À demain. Kid.